Bonjour tout le monde, bienvenue à cet atelier d'initiation à la plateforme VIA. Je me présente, mon nom est Éric Michel, formateur, chargé de cours et spécialiste de contenu en formation à distance à la formation continue du Cégep de Trois-Rivières. C'est votre première fois comme formateur ou chargé de cours en classe virtuelle, voici une initiation à la plateforme VIA. Pour débuter, qu'est-ce que VIA? La plateforme VIA est un environnement virtuel permettant la tenue de rencontres pédagogiques en temps réel, que l'on dit synchrone, sur Internet. C'est votre local, votre classe. C'est la plateforme en fait sur laquelle tous les étudiants et tous les participants vont se retrouver à un moment précis pour recevoir le cours. Comment accéder à votre classe virtuelle? En premier lieu, on va toujours avoir à passer par notre portail central, le Moodle de la formation continue du Cégep de Trois-Rivières. Vous voyez à l'écran ici, il y a le lien direct pour vous rendre sur Moodle. En passant, je ne vous l'ai pas mentionné dès le départ, mais la présentation que vous voyez aujourd'hui, elle va être disponible pour télécharger de votre côté pour que vous puissiez la conserver comme outil de référence pour vous référer, que ce soit au niveau des liens, au niveau des techniques d'apprentissage, juste pour vous rappeler comment bien procéder. Donc, si je reviens au sujet, à la formation continue, nous utilisons un Moodle qui est en fait notre plateforme centrale sur laquelle tout est présent. Donc, c'est le point de départ. Moodle, qu'est-ce que c'est? C'est un environnement numérique d'apprentissage. C'est le lien entre vous et les participants de vos cours. C'est ni plus ni moins un système de gestion des apprentissages. C'est aussi à partir de cette application que vous devez accéder à vos classes virtuelles. Une fois entré dans votre Moodle, vous et vos étudiants, vous allez pouvoir vous diriger vers votre classe. C'est dans cette classe-là que vous pourrez aller déposer des contenus. C'est dans cette classe-là aussi que les gens vont retrouver le lien qui va les amener directement à VIA, au bon cours, à la bonne heure, au bon moment. Comment accéder au Moodle maintenant? Donc, pour chacun des séminaires qui sont prévus à l'horaire, vous allez, en étape numéro 1, vous connecter sur votre espace Moodle. Ensuite, vous allez aller sélectionner le cours approprié si jamais vous donnez plusieurs cours ou plusieurs tâches de travail. Étape numéro 3, vous allez sélectionner le séminaire convenu. Comme vous le voyez à l'écran, il y a une capture d'écran qui vous a été faite en bas. Vous pouvez voir tout de suite qu'il y a la classe virtuelle qui est présente ici, que ce soit en coaching, en séminaire, quand on parle de formation créditée. Sinon, quand on parle de cours à la carte, ça va être tout simplement écrit cours 1, cours 2, cours 3, donc classe virtuelle. Et vous n'avez qu'à cliquer sur le mot classe virtuelle et vous allez vous retrouver automatiquement dans VIA, sur la plateforme VIA, donc dans le cours comme vous le voyez actuellement. Vos accès. Très important, très important de bien noter vos noms d'utilisateurs et vos mots de passe. La première fois que vous allez vous brancher sur Moodle, vous pourrez quand même cocher de vous souvenir du mot de passe et du nom d'utilisateur comme n'importe quel autre portail. Mais ça va être la même chose pour VIA. Donc, quand vous allez avoir cliqué sur votre classe virtuelle, la première fois, il va vous demander votre nom et votre mot de passe VIA. Mais par la suite, à chaque fois que vous allez vous brancher sur Moodle et que vous allez cliquer sur la classe virtuelle, le mot de passe va s'être enregistré, puis vous allez avoir accès directement à votre classe virtuelle. Votre préparation maintenant. De quelle façon on se prépare à un cours en ligne? Voici un petit aide-mémoire qui va vous aider à vous préparer techniquement parlant à être en mesure de bien assister à une classe, de bien donner votre cours. C'est surtout ça qui est une source de stress en fait pour certains profs, certains étudiants. Est-ce que tout va bien fonctionner? Étape numéro 1. La première chose à faire quand vous prévoyez enseigner à distance en mode synchrone est de vérifier si votre équipement informatique est adéquat, évidemment. Première chose, vous allez avoir besoin
de votre ordinateur personnel pour avoir accès à la classe, très important. Bien qu'il y ait des applications qui existent pour VIA, quand on parle de donner un cours, on va toujours utiliser votre ordinateur et puis fonctionner directement sur un navigateur Internet. Deuxième chose, un casque d'écoute avec micro, avec une prise USB. N'utilisez pas les haut-parleurs et micros intégrés. Ça va créer un son désagréable pour l'enseignant et les étudiants. En plus, des fois, ça va créer ce qu'on appelle du feedback. On conseille toujours l'utilisation d'un micro-casque avec USB. Le flux fonctionne beaucoup mieux avec un USB qu'avec une prise qu'on va dire un jack. Il y en a aussi qui sont tentés de vouloir utiliser leurs écouteurs et micros de téléphone cellulaire, donc le iPhone. Ça fonctionne pas à merveille, le son n'est pas aussi net et puis ça peut être dérangeant pour l'ensemble de la classe. Donc en tant que formateur, assurez-vous d'avoir un bon micro-casque comme vous le voyez tout juste ici je vais faire des petits crochets ici, un micro-casque USB. En plus, ça va vous permettre de bien vous concentrer puis être dans votre bulle. Vous avez un petit lien qui est indiqué ici dans la présentation pour aller vous assurer que tout fonctionne bien. Assistance SVI Solutions pour VIA. Vous pouvez cliquer, puis on va y revenir plus tard. Troisième point, caméra web. Donc, obligatoire pour tous les chargés de cours et formateurs. On sait que c'est pas évident de conserver l'attention d'étudiants dans des classes traditionnelles. Imaginez-vous dans une classe virtuelle, les étudiants, nous les voyons pas, nous, en tant que profs. Les étudiants ne sont pas tenus nécessairement d'avoir une caméra web qui fonctionne quand on parle de cours à la carte. Pour ce qui est des cours crédités, des formations créditées, c'est obligatoire. Mais pour vous, en tant que formateur, professeur, très important d'avoir une webcam pour dynamiser un petit peu votre classe. Donc, c'est déjà toujours intéressant de voir le prof, on le voit bouger, on sait à qui on parle, c'est beaucoup plus dynamique. Donc, une caméra web, qu'elle soit intégrée ou non, ça n'a pas d'importance, mais avoir une caméra pour pouvoir être vue de par nos étudiants. Et puis le point 4 qui est facultatif, mais qui est quand même intéressant de le mentionner. Donc, un écran, c'est bien, mais deux, c'est vraiment mieux si possible. Si vous enseignez des logiciels, vous allez voir, ça risque d'être beaucoup plus facile pour vous. Comme vous le voyez actuellement, la plateforme VIA prend tout mon écran actuellement. Si jamais vous voulez faire de la pratique de logiciel, montrer, si vous faites du partage d'écran pour montrer vos techniques de travail, vous pourriez à ce moment-là prendre votre fenêtre VIA, la déplacer sur l'autre écran et puis garder votre écran principal qui sera partagé pour montrer vos techniques de travail. On va y revenir tout à l'heure par rapport au partage d'écran. Donc, si jamais vous avez deux écrans, c'est bien, ce n'est pas nécessaire, mais c'est quand même un plus quand on parle de formation à distance. Étape suivante, donc validez toujours votre connexion Internet. Idéalement, soyez branché filaire, pas de Wi-Fi. Pourquoi on va toujours essayer de favoriser les connexions qui sont directes et non qui sont Wi-Fi? Donc, bien que leur utilisation peut offrir un rendement acceptable, les connexions sans fil sont non recommandées. Puisque le signal n'est pas toujours constant et stable, il se peut que vous éprouviez des coupures de son, des délais plus ou moins importants dans la communication, ainsi que des possibilités de déconnexion durant vos activités virtuelles. Pardon. Une connexion Wi-Fi, c'est jamais très stable. On s'en tire toujours bien d'une façon générale, mais on va toujours favoriser d'avoir une connexion Wi-Fi filaire. Peut-être qu'il y en a qui parmi vous dites, ben moi, mon routeur, il n'est pas accessible, mon modem, il n'est pas accessible. Vous pouvez tenter de donner des classes avec le Wi-Fi. Par contre, si jamais vous voyez qu'il y a un bug, si vous voyez que votre connexion passe au vert, passe au rouge, passe du vert au jaune et au rouge, première chose que les techniciens vont vous dire, c'est de vous brancher directement sur votre modem. Bien que le test de connexion Internet soit concluant dans l'assistant de configuration, il ne garantit en aucun cas la stabilité du signal lorsque vous assisterez à votre activité VIA. Il est préférable d'utiliser une connexion filaire en branchant son ordinateur au modem ou au routeur à l'aide d'un câble Ethernet pour éviter toute problématique reliée à la connexion Internet.
Autre chose aussi par rapport à la connexion Internet, essayez un peu d'épurer votre réseau autour de vous. Donc, si jamais vous donnez des cours de la maison et puis que vous avez des membres de votre famille qui utilisent le réseau Wi-Fi, que ce soit pour tablette, téléphone, le téléchargement, les Netflix de ce monde. Si jamais vous voyez que vous avez une connexion qui devient moins fluide, vous allez le voir, je vais vous montrer tout à l'heure dans VIA. Donc, quand vous passez au jaune et au rouge, évidemment, on va aller demander à tout le monde d'arrêter le Wi-Fi sur leurs appareils pour la période du cours. Et puis, vous devriez déjà voir une nette amélioration au niveau de la connexion Internet. Étape 3. Donc, une fois que le matériel informatique fonctionne, une fois que la connexion Internet fonctionne, très important de se créer une bulle de concentration. Installez-vous confortablement dans un endroit fermé, idéalement. Informez vos proches que vous êtes en cours, que ce soit femmes, enfants, animaux, etc. On va essayer vraiment de se refermer. C'est sûr que ça fait partie des réalités des formations à distance, autant pour vous que pour vos étudiants. Il se peut qu'eux aussi aient des distractions. Par contre, vous, votre micro, il est ouvert tout le long de la période, donc si jamais il y a des bruits ambiants, ça peut fort bien que toute votre classe en ait connaissance. Évitez les distractions, Facebook, téléphone mobile, télévision, tablette, ben ça, en tant que prof, évidemment, on devrait toujours éviter ça. Pendant le cours, bref, vous n'êtes pas disponible, même si vous êtes à la maison un soir de semaine. C'est comme si vous n'étiez pas là finalement. Étape numéro 4. Donc, avant chaque cours, mettre les documents disponibles aux participants 24 heures avant votre cours. C'est sur Moodle que ça va se faire, cette partie-là. Il y aura un complément d'information à venir sur la formation sur Moodle, comment qu'on met nos choses, comment on vient de déposer nos choses. Donc, ça sera dans une autre formation à venir. Jetez un œil sur le contenu du cours ainsi qu'à la liste de vos participants. Téléchargez vos présentations dans VIA. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est que oui, dans Moodle, vous allez venir déposer vos choses si vous voulez que vos participants téléchargent des documents de notes, d'exercices, qu'ils les impriment, qu'ils les conservent. Mais tout ce que vous voulez que les étudiants voient pendant votre cours, c'est très important de venir les mettre sur VIA en plus. Et je vais vous montrer comment on fait tout à l'heure. C'est pas très compliqué, mais faites-le vraiment à l'avance. Au moins, on va dire un 24 heures à l'avance pour être certain qu'il n'y ait pas de problème qui puisse surgir à la dernière minute. Oh, on était déjà rendu là. Donc, mon VIA. Donc, maintenant qu'on a parlé un petit peu de la présentation avant le cours, on va maintenant faire le tour de la plateforme ensemble. Mes activités. Donc, je vais vous montrer un autre écran que j'ai de disponible ici. Donc, quand vous allez vous brancher sur VIA, vous allez voir, ça c'est le portail VIA que vous avez accès en tant que prof. C'est sûr que moi j'ai un peu plus de choses parce que j'ai beaucoup de contenu, je supervise beaucoup de groupes. Si on décortique un petit peu mes activités, vous allez voir dans la colonne des activités, c'est toutes les formations auxquelles vous êtes rattachés. Elles sont affichées souvent par semaine. Vous pouvez le voir avec mon calendrier complet par mois, etc. Donc, c'est vraiment la liste de toutes les activités que vous avez à venir. Si vous remarquez ici, la formation d'aujourd'hui que je suis en train de vous préparer, au bout de la ligne, c'est écrit accéder. Donc, je peux cliquer sur ce bouton-là pour accéder à ma classe. Si vous remarquez par contre pour le cours suivant de demain, il y a un bouton qui est écrit en préparation. Donc, en tant que prof, vous avez accès, vous, à votre classe en tout temps. Vos étudiants, eux, ont accès à la classe virtuelle uniquement que 30 minutes avant le cours, mais vous pouvez aller quand vous voulez déposer des choses, enlever des choses, un peu mettre en place votre classe. C'est comme si on vous donnait les clés de votre local. En tout temps, vous pouvez aller adapter votre classe. Donc, c'est le volet Mes activités. Je vais juste
placer mon écran pour être optimal. Qu'on puisse tout voir en même temps. Parfait. Ensuite, on a la section Mes contenus que je vais vous montrer. Comme je vous disais tout à l'heure, mettre tous vos documents disponibles aux participants 24 heures avant votre cours, ça va être sur Moodle. Jetez un œil sur le contenu du cours ainsi qu'à la liste de vos participants, on en a parlé aussi tout à l'heure, et téléchargez vos présentations dans VIA. Je vais vous montrer tout à l'heure comment ça se trame tout ça. Je vais regarder un petit peu. Parfait. Donc, mes contenus. Comment on importe du contenu dans une classe sur VIA? Il y a plusieurs façons de le faire. Je vais vous en montrer une. Si je reviens dans mon écran d'accueil de VIA, donc je ne suis pas encore rentré dans ma classe, je suis juste dans mon portail VIA. Si j'ai réussi à rentrer dans mon VIA comme ça, je peux, si vous regardez dans le menu à gauche, j'ai mes activités que je viens de vous montrer comme ça. J'ai mes contenus. Donc, gestion de mes contenus VIA, c'est que je peux venir importer des contenus directement dans VIA comme ça. Je vais pouvoir aussi aller les importer directement dans ma classe. Donc, je vais préférer vous montrer plutôt comment les importer directement dans la classe. Ça sera pas très long. On va y revenir. Je regarde un petit peu comment la présentation a été montée. Parfait. Ensuite, mes messages, on n'utilise pas le module de message dans le cadre de VIA, mais c'est une messagerie qui est intégrée dans VIA, qui n'est pas utilisée dans le cadre de nos pratiques au Cégep. Si vous regardez mon profil, vous avez la possibilité de mettre une photo de votre profil. Vous pouvez venir changer aussi votre mot de passe, confirmer votre mot de passe si jamais vous voulez faire un changement. Ici, essentiellement, dans la section Mon profil, vous allez probablement venir mettre une photo une fois qu'il y aura eu création de votre compte. Donc ici, je vais faire décider plus tard. Donc ici, dans l'onglet Ma configuration, vous pouvez venir faire un assistant de configuration. Je ne le ferai pas ici parce que je ne veux pas que ça vienne créer de bugs dans la présentation que j'ai ici, mais initialement, vous devriez toujours aller faire un assistant de configuration dès le départ quand vous commencez à enseigner. Ce n'est pas nécessaire de le faire à chacun des cours, mais au moins une fois à l'occasion. Avant le premier cours de tout, vous le faites. Quand vous cliquez sur ce bouton-là, je vais voir si ça va fonctionner. Ah, je vais le faire. Donc, vous voyez, vous êtes pris étape par étape. Il y a une analyse. VIA, en fait, fait une analyse de votre ordinateur. Regarde un petit peu quelles sont les composantes de votre ordinateur, quelles sont aussi les vitesses de téléchargement. Donc, actuellement, il est en train de travailler. Vous le faites la première fois pour vous assurer que tout fonctionne bien. Il va, comme vous voyez actuellement, il m'indique que j'ai une connexion au serveur principal qui fonctionne. J'ai le partage d'écran qui fonctionne, la vitesse de réception qui est bonne et la vitesse d'émission. Donc, une fois que cette étape-là est réglée, on fait continuer. Vous voyez que je peux choisir si j'utilise les haut-parleurs, les écouteurs ou autre chose. Donc, quand j'entends ma musique, je clique. Très important ici le paramètre d'Adobe Flash Player, c'est très important de l'autoriser. Connaître en fait votre micro. Vous voyez actuellement, il a bien repéré mon micro casque, Logitech USB headset. Vous voyez que quand je parle, il y a la barre de son qui bouge. Je peux aussi contrôler le volume en déplaçant la barre ici à gauche ou à droite. Et si je veux même faire un test, je pourrais décider d'enregistrer ma voix. Je peux entendre le son pour confirmer que tout fonctionne bien. Si jamais ce n'est pas le bon micro, vous pouvez venir changer, choisir le bon micro. Une fois que c'est fait, on fait continuer. Maintenant, il y a la caméra qui s'allume pour me faire le test de caméra qui m'indique que ça fonctionne bien. Donc, je vois mon image vidéo et j'ai un résumé des résultats. Donc, une fois que c'est fait, vous êtes certain que tout va bien fonctionner pour
donner votre cours, que tout est en bonne route, qu'il n'y a pas de problème avec votre matériel informatique. Voilà, donc je reviens un peu avec ce qui est prévu ici, donc mes contenus, mon profil, on en a parlé, et ma configuration, l'assistant de configuration qui a été fait. Vous allez avoir ici un petit aide-mémoire au niveau de l'assistant de configuration. J'en ai parlé déjà, mais vous pouvez le faire ici directement là, avec le lien qui est disponible. Assistant technique, accompagnement à votre premier cours. Pour tous ceux pour qui ce sera une première expérience d'enseignement en ligne, sachez qu'il y aura toujours une personne à votre premier cours qui va être disponible. De fortes chances que ce soit moi ou mon collègue qui va se brancher au début du premier cours. Dans la première heure, le cours va commencer 1 heure plus tôt pour que les gens puissent, que vos participants, que vos étudiants viennent faire des tests de micro, qu'on s'assure que tout fonctionne. Moi, je vais m'assurer de mon côté que tout va fonctionner de la bonne façon. Et puis après, en début dès que vous allez commencer à donner votre matière, je vais m'éclipser peu à peu une fois que je vais m'assurer que tout fonctionne bien, que vous êtes à l'aise, que vous n'avez plus de questions, que tout va bien au niveau de la présentation de votre cours. Assistant technique pour les autres cours. Donc, si jamais deuxième cours, troisième cours, vous avez de la difficulté, il se passe quelque chose, n'hésitez pas. Vous avez le soutien technique de VIA qui est disponible ici. Je vais vous montrer aussi qu'on a accès au soutien technique directement dans la plateforme, mais si jamais vous n'arrivez pas à vous brancher dans la plateforme, voici le lien auquel vous pouvez, soit par courriel, soit par téléphone, rejoindre l'assistance technique de VIA directement. Si les problèmes persistent, si c'est répétitif ou que le service de VIA n'est pas satisfaisant, n'hésitez surtout pas à contacter Kim Burton, conseillère pédagogique en formation à distance, ici au Cégep de Trois-Rivières, aux coordonnées qui sont mentionnées ici. Donc, nous, on pourra prendre un temps en individuel avec vous pour s'assurer de régler le problème ou sinon de voir directement avec VIA pour remédier à la situation. Mais avant tout, ça commence un peu mal de vous dire ça comme ça, mais pas de panique, ça va arriver. C'est sûr et certain, malheureusement, qu'il risque d'avoir des problématiques. Des problèmes, il y en aura, mais la plupart du temps, nous sommes en mesure de les régler. Si une situation devenait vraiment problématique, il suffit d'en aviser le responsable de programme. Mais sachez que vous avez des ressources. Premier cours, il y aura quelqu'un du cégep qui va être branché avec vous en début de cours pour vous assurer que tout le matériel de vos étudiants et votre matériel fonctionne. Pour leur expliquer la plateforme aussi aux étudiants de quelle façon on procède avec une plateforme en ligne, c'est pas vous qui allez faire cette première amorce-là, ce sera moi ou mon collègue qui le fera. Si jamais vous avez un bug en plein cours ou que vous avez quelque chose de majeur, VIA, le soutien technique de VIA sont très bons pour répondre rapidement. Donc, il va probablement y avoir des problèmes, mais vous n'êtes pas sans filet. Il y a toujours des solutions pour vous aider à bien donner votre matière. On va maintenant passer à la présentation de la plateforme. Donc, finalement, on entre dans le cours. Donc, comme vous le voyez, je suis déjà dans la plateforme. Je navigue entre les pages. L'écran que je vois actuellement, c'est l'écran que vous allez voir vous en tant que prof. Par contre, les étudiants que vous avez, eux, ne verront pas la même chose que vous. C'est vous qui avez le contrôle de la plateforme. Vous voyez au centre la page de ma présentation. En tant que prof, c'est vous qui décidez ce que vous affichez au centre. C'est vous qui naviguez au niveau des pages. Les étudiants ne peuvent pas revenir d'une page à l'autre. Il n'y a que vous qui êtes en mesure de le faire. Donc, d'un document à l'autre, d'une page à l'autre, c'est vous qui gérez cet aspect-là. La seule chose que les étudiants peuvent gérer et que vous ne pouvez pas gérer de votre côté, c'est le zoom
de la présentation centrale. Si vous regardez en bas à gauche de mon écran de VIA, j'ai le niveau de zoom. Si je décidais de dézoomer à 100%, la partie centrale, ça le fait que sur mon ordinateur à moi et non sur l'écran de vos étudiants. Donc, c'est important de leur mentionner à eux s'ils disent c'est trop gros ou c'est trop petit, vraiment de venir jouer avec le zoom en bas à droite de votre écran. Donc, comme n'importe quelle plateforme, on peut zoomer ou dézoomer. Donc, ça, vous n'avez pas le contrôle sur les écrans des autres. Donc, on va faire le tour de la plateforme. Je vais commencer par l'aspect plus instinctif, le clavardage et ses options. Donc, vous voyez en bas à gauche une grande zone ici de clavardage. Le clavardage, quand il est public, tout ce qui est écrit ici, donc si j'écris bonjour, moi je le vois et tous les étudiants le voient. Les étudiants ont accès à ce clavardage-là, donc il faut qu'ils soient conscients que ce qu'ils écrivent là, tout le monde va le voir. Je dis que c'est instinctif parce que vous allez voir, dès qu'il y a un problème, une personne, le micro ne fonctionne pas, une personne ne comprend pas, quoi que ce soit, va toujours venir écrire dans le clavardage par réflexe. Ce clavardage-là, il est très bien parce que ça va éviter d'avoir des fois, d'avoir un ralentissement dans la classe. Parce qu'il faut que vous sachiez que par défaut, quand vous entrez dans une classe virtuelle, les micros et caméras de tout le monde sont désactivés. Il n'y a que votre micro qui fonctionne et vous allez vous-même de toute façon devoir l'activer. Donc, par défaut, la seule façon que les étudiants peuvent vous contacter, c'est dans le clavardage. Donc, le clavardage, moi, je l'utilise pour des interventions qui ne nécessitent pas l'arrêt de ma classe, de donner la parole, d'activer les micros de tout le monde, etc. On va voir ça dans un deuxième temps, mais le clavardage, souvent, les gens écrivent dans le clavardage. Je fais un scan rapide aux 2, 3, 4, 5 minutes, mais je ne suis pas continuellement en train de lire ce qui est dans le clavardage parce que c'est pas toujours évident de rester concentré sur la matière et sur ce qui se dit en parallèle. Quand on parle ici de clavardage et ses options, c'est que on peut écrire de façon publique. Vous voyez à côté, il y a le volet animateur. Le volet animateur, c'est que il y a seulement que les animateurs des classes qui peuvent lire. Donc, un animateur, c'est vous. Si un étudiant décide de vous parler en privé à vous, si mon étudiant en test décidait de vouloir me parler en privé, je le verrai tout de suite. Quand il y a un nouveau message, il y a toujours un petit triangle rouge qui apparaît pour m'indiquer qu'il y a un nouveau message. Donc, si j'ai quelqu'un qui veut me parler, qui veut me dire je comprends pas très bien, puis qui est un peu gêné de poser ses questions, il y en a qui peuvent l'utiliser comme ça. Sachez par contre que si vous répondez directement dans le volet animateur du clavardage, les étudiants ne verront pas votre réponse. Ça va être à vous à ce moment-là de venir, exemple, j'ai mon étudiant en test qui me pose une question dans le clavardage animateur. Ça va être à moi de venir cliquer à côté de son nom. Vous voyez, il y a une flèche ici. Et sur cette flèche-là, je peux venir lui écrire un message. Donc, en lui écrivant un message, l'étudiant en test, je peux lui écrire un mot et lui va le voir. Uniquement que cette personne-là. Donc, la façon de communiquer en privé avec vos étudiants, c'est vraiment de venir cliquer à côté de leur nom et puis leur écrire un message. Donc, voilà pour le clavardage et ses options. Vous pourriez, dans un cas extrême, je vous amène dans un autre coin, je vous amène ici dans la roue dentelée. Vous avez des options de clavardage. Vous pourriez décider de réinitialiser le clavardage public, mais vous pouvez aussi je croyais qu'avant, on était capable de désactiver le clavardage. Maintenant, on n'a plus la possibilité. Donc, j'étais un peu en train de vous induire en erreur. Désolé. Donc, le clavardage, au niveau des options, c'est un peu plus limité. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'on peut parler directement en privé avec des étudiants.
Je reviens dans mon volet présentation. Alors, page suivante. Donc, une fois qu'on sait qu'on peut clavarder entre nous, les options de clavardage sont disponibles ici aussi. Vous voyez, ils apparaissent quand même à côté. Vous voyez en haut à gauche, il y a deux sections. La section animateur, la section participant. Vous, en tant que prof, vous êtes dans la section animateur et puis en bas, ça va être toute la liste de vos étudiants qui vont être présents qui va s'afficher ici. Vous remarquez qu'il y a une petite bande verte qui apparaît à côté de mon nom. Si je la survole, c'est l'état de ma connexion. Tout à l'heure, je vous parlais si vous passez au jaune ou au rouge, c'est vraiment la fluidité de votre connexion Internet. Donc, s'il y a un petit remous dans la fluidité, vous allez passer au jaune. Si vous passez au rouge, vous risquez d'être expulsé. Mais c'est de cette façon-là qu'on voit l'état de la connexion Internet. Si vous remarquez, en haut de cette partie-là, il y a une main, une caméra, un micro et puis le son des écouteurs. Donc, quand on parle de l'état des participants, c'est que par défaut, on est sans état. Si on clique sur état, vous voyez que autant vous que les étudiants, c'est des outils que les étudiants vont utiliser. Les étudiants peuvent lever la main, peuvent être en accord, en désaccord, manifester qu'ils comprennent, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils sont absents ou qu'ils sont occupés. Si un étudiant lève la main, vous voyez qu'il y a une main qui est apparue à côté de mon nom. En tant qu'étudiant, ce que ça va faire comme action, c'est que le nom de l'étudiant va se retrouver en haut de la liste des participants. Et puis, il va y avoir une cloche qui va sonner dans votre oreille pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui vient de lever la main. Donc, une fois que la personne elle a levé la main, habituellement, c'est parce que cette personne-là veut prendre la parole, comme dans une classe traditionnelle. On va alors l'inviter à activer son micro. Par contre, avant d'activer son micro, vous allez remarquer qu'à côté de mon nom, il y a la caméra, le micro et le crayon. Par défaut, en tant qu'animateur, il y a des petits crochets qui autorisent l'utilisation de ces périphériques-là. Par contre, les étudiants, par défaut, n'ont pas accès à activer leur micro. Donc, si vous voulez qu'un étudiant prenne la parole, vous, en tant que prof, vous devez venir activer son micro de cette façon-là. Et l'étudiant, lui, de son côté, doit venir activer son micro de cette façon-là. Très important d'autoriser le paramètre d'Adobe. Je l'ai fait pour vous le montrer, mais vous devez activer le micro de l'étudiant et l'étudiant, de son côté, doit lui aussi activer son micro pour prendre la parole. Une fois que le micro, vous allez voir qu'il y a une petite bande de son qui apparaît à côté. Ça va être un indicateur que le micro est bien branché, que le micro fonctionne bien, que le son rentre bien dans le micro. Si jamais l'étudiant, vous ne l'entendez pas ou que vous ne voyez pas la barre de son qui s'active comme ça, toujours dans les options de l'étudiant, vous pouvez venir voir quelle est sa configuration audio. Comme on a vu tout à l'heure dans notre assistant de configuration, et puis on pourrait décider de venir changer son micro et appliquer le changement. Par contre, très important là, que les étudiants aient déjà fait leur assistant de configuration au préalable parce que sinon, ça ne sert à rien pour vous d'aller faire ces changements-là. Ça va être la même chose pour la caméra. Si jamais un étudiant voulait activer sa caméra, vous devez, vous, au préalable, aller autoriser l'utilisation de sa caméra. Si jamais l'étudiant a terminé son intervention, puis vous lui dites d'arrêter son micro, mais qu'il n'a pas compris et qu'il n'a pas arrêté son micro, vous pouvez venir décocher le micro du participant et puis le son va se couper parce que vous avez priorité sur lui, sur la gestion de son micro. Même chose, quand son intervention va être terminée, vous pouvez lui demander d'enlever son état et de se mettre à aucun état. À ce moment-là, son nom va redescendre dans la liste des participants, puis vous allez pouvoir continuer la classe.
Je vais fermer mon micro comme ça. Donc, c'est ça pour les états. Truc pédagogique de ma part, j'utilise beaucoup le pouce par en haut, le pouce par en bas quand je veux avoir un feedback en disant est-ce que vous me suivez, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous comprenez pas. J'incite par le pouce ou par l'ampoule. Je suis absent, je l'utilise quand on prend une pause. Je vais dire aux étudiants, on prend une pause, on est de retour à 20 heures. Mettez votre horloge. Quand vous revenez de votre pause, enlevez votre horloge. Pour vous, ça va être un bon indicateur à savoir si tout le monde est revenu, s'il manque des gens, si on attend après vous, etc. Donc, une fois que les gens sont revenus, on leur demande d'enlever leur petite horloge et de se mettre à aucun état. Je suis occupé, certains des étudiants vont l'utiliser s'ils doivent répondre au téléphone ou s'il y a quoi que ce soit qui fait en sorte que si vous voulez intervenir avec l'étudiant puis que l'étudiant ne vous répond pas, que vous sachiez au moins qu'actuellement il est occupé par quelconque urgence. Donc voilà. Configuration audio-vidéo. Comme je vous ai mentionné, très important pour vous et vos étudiants de faire leur assistant de configuration de la même façon que vous l'avez fait. Une fois que c'est fait, je vous ai montré qu'on peut venir cliquer à côté du nom du participant, voir la configuration audio qui est utilisée, donc, et puis on peut l'appliquer. Si jamais le son du micro de votre étudiant n'est pas assez fort, on peut le monter et on va l'appliquer. Donc à ce moment-là, ça va s'appliquer pour tout le monde. Si jamais arrive un bug au niveau du micro, puis que vous n'arrivez pas à régler le problème, il y a deux choses que vous pouvez demander. En fait, il y en a trois. Vous demandez à l'étudiant de tout bêtement quitter la classe et de revenir. Donc, des fois, sans savoir pourquoi, le problème se règle. Si jamais ça n'a pas fonctionné, on va lui demander peut-être de changer de navigateur Internet. On peut aussi lui demander d'arrêter son ordinateur et de le redémarrer. Si jamais ça ne fonctionne pas, on va l'inviter à rejoindre le soutien technique de VIA qu'on peut aller solliciter. Je vais juste regarder si on en parle plus loin. Je vais vous en parler tout de suite parce que c'est pas mal de problèmes majeurs que vous pourriez rencontrer. Donc, si jamais vous voulez envoyer votre étudiant consulter le soutien technique pour régler ses problèmes de micro, on va lui demander de venir directement dans la roue dentelée, comme on a vu tantôt. Est-ce qu'on y a accès ici? Non, pas comme ça. Je peux venir y avoir accès dans les options de configuration en haut à droite. On va cliquer sur Assistance. Et puis, une fois que l'étudiant est dans cet onglet-là, on peut l'inviter à venir cliquer ici pour clavarder avec l'assistance technique. Ce qui est bien avec le clavardage, c'est qu'il répond rapidement. Ils se branchent directement dans la classe et sont capables de régler le problème directement sur place. C'est vraiment la meilleure façon d'aller intervenir. Puis c'est jusqu'à 11 heures le soir, le soutien technique, jusqu'à 10 heures le soir, le soutien technique. Donc, toujours disponible par clavardage. Ça fonctionne très bien de cette façon-là. Les caméras. Donc, les caméras, comme je vous l'indiquais, les caméras ne sont pas ouvertes pour tout le monde. Si vous donnez de la formation créditée en fait, que ce soit en AEC ou en DEC, il se peut que vous ayez à valider la présence de tout le monde et vous pouvez aller toujours dans l'onglet Configuration. Vous pouvez venir faire affichage des caméras. Vous pouvez venir activer la vidéosurveillance. Donc, en cliquant Activer la vidéosurveillance, vous allez voir les caméras de vos étudiants s'allumer et puis vous allez les voir dans votre écran. Depuis tout à l'heure que je navigue avec les boutons du haut, je vais vous les montrer. Donc là, avec la roue dentelée, je suis beaucoup dans les options et configurations. Ici, avec la présentation, c'est mon volet présentation que je vais vous montrer tout à l'heure. Il y a l'onglet Atelier qui sera discuté dans une autre capsule.
Et ici, c'est le bouton d'enregistrement qui doit toujours être actif. Donc, ne désactivez jamais le bouton enregistrement en cours. Comme vous voyez ici, les enregistrements, tout est enregistré automatiquement. Les enregistrements de vos cours ne sont pas diffusés. Par contre, ça se peut qu'un étudiant qui a une absence qui est motivée puisse avoir accès à votre enregistrement. Donc, c'est pour ça que c'est très important de conserver les enregistrements. Donc, par défaut, l'enregistrement se fait tout seul, mais il ne faut pas l'arrêter. La gestion des documents. Donc, depuis tout à l'heure que je vous montre mon PDF que je bouge, que je déplace, vous avez différentes options. Vous allez voir, c'est très simple. Dans mon onglet présentation, ici, vous voyez les documents, les objets que je peux utiliser pour faire ma présentation. Donc, par défaut, il y a toujours une page d'accueil de VIA qui est présente. On a le partage d'écran qu'on peut travailler. Il y a l'affichage des caméras qu'on peut avoir. Et puis, il y a un PDF. Actuellement, c'est le PDF de la présentation que je vous montre à l'écran. Comment je fais pour venir inclure des choses dans ma présentation? À côté du mot présentation, toujours avec le bouton présentation ici, vous pouvez cliquer sur ajouter ou gérer les contenus. Quand vous ajoutez ou gérez des contenus, vous avez différentes options. Vous pouvez importer de votre ordinateur. Vous pouvez importer des contenus directement qui ont été déposés dans VIA au préalable. On peut créer un sondage, créer un tableau blanc et ajouter un URL. Pour le moment, je vais vous montrer comment on importe de notre ordinateur. Donc, si on clique sur importer de votre ordinateur, moi j'avais laissé un document PDF. Je vous invite vraiment, s'il vous plaît, à transformer tous vos documents en PDF. Si vous montez une présentation dans Word, une présentation dans PowerPoint ou dans n'importe quel autre logiciel, faites-vous toujours une sauvegarde de votre fichier de présentation en PDF. Ça va éviter beaucoup les bugs, les conflits de compatibilité entre les différents logiciels. S'il y a des animations de transition que vous avez faites dans PowerPoint, ça se peut que ça coince un peu avec VIA. Donc, si vous êtes dans PowerPoint, vous pouvez faire enregistrer sous, format PDF, et puis c'est cette version-là que vous allez intégrer dans votre classe. Donc, on intègre le document. Vous voyez actuellement, il m'indique en attente de conversion. Donc, VIA, lui, s'assure que tout est conforme et que tout va bien aller dans le cadre de votre cours. Donc, c'est fait, ça a été importé. Si on décortique un petit peu à côté, qu'est-ce qui est mentionné ici? La mention publique, c'est si jamais vous voulez que vos étudiants aient accès à télécharger les documents directement de votre plateforme VIA. Il faut que ce soit coché. Par contre, avec la structure du cégep, vous n'avez pas nécessairement besoin de le mettre public puisque les étudiants doivent passer par le Moodle et à cet endroit-là sur Moodle, ils doivent retrouver déjà tous les documents que vous voulez transmettre aux étudiants. Mais on pourrait décider de le mettre public. Vous pourriez l'exporter. Donc, vous pourriez, exemple, vous travaillez à la maison, vous importez vos choses sur VIA. Vous arrivez au travail, vous dites j'aurais besoin d'aller chercher mon document. Donc, vous êtes capable d'aller chercher votre document. On peut l'intégrer dans des ateliers. Donc, ça, ce sera dans une autre phase de présentation, dans une autre capsule. Ici, c'est pour déplacer l'ordre. Donc, si je veux le mettre en haut, le mettre en bas. Si je veux le renommer ou si je veux le supprimer. Une fois que c'est fait, c'est terminé. Vous voyez, il apparaît maintenant mon document Initiation VIA que je peux changer d'une page à l'autre pour pouvoir afficher différentes informations. Si vous naviguez d'un document à l'autre, c'est toujours vous qui avez le contrôle sur ce que les étudiants voient. Vous revenez toujours à la page où vous étiez. Donc, vous ne perdez pas, vous ne revenez pas à la page 1 de votre document. Vous êtes capable de venir tout de suite reprendre le fil de votre cours. Ce qui est bien avec les documents PDF comme ça dans VIA, si vous remarquez en bas à gauche de votre écran, on a des outils d'annotation. Moi, mon préféré, c'est le surligneur. J'ai accès à un surligneur que je peux changer la couleur, que je peux changer l'épaisseur de mon trait.
mais je peux annoter mes documents en direct. Quand je donne mon cours, je dis aux étudiants, maintenant on est rendu là, ça c'est vu, ça c'est vu. Les étudiants voient ce que vous faites comme changement. Par contre, ça n'affecte pas votre document d'origine. C'est vraiment que quelque chose que vous présentez sur votre tableau, en fait. Vous pouvez faire du surligneur. Il y a un crayon qui est disponible avec lequel on peut écrire des choses. On peut faire des flèches, on peut faire n'importe quoi. Ça, c'est intéressant, ça l'est moins. On peut même écrire du texte. On peut faire des formes si vous voulez faire des explications. On peut aussi mettre des flèches, faire des flèches comme ça, dire à nos étudiants porter une notation ici. Ma flèche, je la veux rouge finalement, j'y vais comme ça. On peut y aller avec des étampes, valider de l'information qui a été vue. Si on trouve que c'est un peu trop, on peut prendre aussi l'efface puis effacer certaines parties. Vous changez de document de PDF et puis vous revenez sur votre document d'origine, vos annotations sont restées en place. Donc, une autre façon de dynamiser la classe, donc d'annoter directement vos documents à l'écran. Ce qui m'amène à vous parler des tableaux blancs. Je vous ai montré qu'on peut ajouter ou gérer des contenus. On peut créer un sondage, ce sera vu dans une autre capsule. C'est des petits modules d'évaluation dont on voit les résultats en direct sous forme de tableau. Très intéressant. Donc, il y aura une capsule qui sera développée éventuellement sur ce sujet. Vous pourriez avoir à créer un tableau blanc. Quand vous créez un nouveau tableau blanc, il vous demande de le nommer. Le tableau blanc, ça dit ce que c'est. C'est un tableau avec lequel vous pouvez utiliser tous les outils de dessin que je vous ai mentionnés, que j'ai utilisé directement sur mes documents de présentation, que je peux utiliser sur un tableau blanc. Personnellement, le tableau blanc, je l'utilise à l'occasion. Je me fais un texte d'accueil, puis je leur dis, exemple, bonjour, le cours de ce soir débutera à 18h30. Blablabla. Si vous voulez leur demander d'aller télécharger les choses, de faire un petit ordre du jour, etc. Donc, vous pouvez mettre ça en accueil de votre cours. Les gens qui se branchent un peu à l'avance, puis ils voient un petit peu tout ça en attendant, puis ça les informe de ce qui s'en vient. Donc, ça, c'est facultatif, mais c'est une utilisation que j'en fais pour mes cours en ligne. Donc, on peut toujours revenir et naviguer d'un document à l'autre. Il n'y a rien qui est perdu. Pour ce qui est du PDF, vous voyez, je navigue avec les vignettes, mais je peux aussi naviguer dans le bas avec des boutons de navigation comme ça. Autre chose qui est disponible ici, le partage d'écran. Vous le voyez, le partage d'écran. C'est possible pour vous de partager votre écran aux étudiants. Au même titre que eux, qu'ils voient actuellement la présentation centrale, vous pouvez leur montrer ce que vous faites si vous donnez des cours de logiciel, par exemple. Très important, première étape, détecter le module de partage d'écran. Donc, il y a un travail qui se fait au niveau de l'ordinateur, détecter s'il y a un module à installer. Si votre module est à jour, on peut faire partager mon écran. Si votre module n'est pas à jour, vous pouvez mettre à jour votre application. Donc, je vais lui demander de faire un partage d'écran. Ça peut prendre quelques secondes avant que le partage d'écran s'active, le temps qu'il réagisse. Des fois, on doit le faire peut-être une ou deux fois avant qu'il s'active réellement. Mais actuellement, mon écran est partagé. Qu'est-ce qui est, moi en tant que prof, c'est sûr, je vais toujours voir un écran bleu central qui m'indique que mon écran est actuellement partagé. Les étudiants, eux, vont voir carrément votre écran au centre de leur écran. Ce qui m'indique que mon écran est partagé, c'est la bande dans le haut, ici,
qui m'indique que je suis en train de partager mon écran. Une fois que mon partage d'écran est terminé, je clique sur Arrêter. Vous voyez ma présentation au centre s'est réinstallée toute seule. Le partage d'écran, faites attention quand vous partagez votre écran de ne pas avoir une fenêtre Facebook ouverte, de ne pas avoir peut-être un autre fichier personnel qui apparaît sur votre écran. Les étudiants voient l'entièreté de votre écran et non que ce qu'il y a sur VIA. Donc, si vous allez dans un logiciel ou sur Internet, ils vont voir tout ce que vous leur présentez. Donc, je reviens maintenant à mon fichier PDF. Dernière chose qu'on peut rajouter, que je vais vous montrer, j'ai la possibilité d'ajouter un URL. Exemple, vous voulez leur montrer quelque chose sur, je ne sais pas, on pourrait dire recherche Internet. Vous nommez votre lien. C'est pour vous aider à vous y retrouver. Puis vous pouvez faire un copier-coller, là. Je vais y aller simple là, pour la présentation. Donc, je préfère Google. Je vais faire créer. Puis vous voyez maintenant que je peux leur partager des URL. Quand je clique sur ma recherche, mon lien URL, les étudiants, eux, ont accès à accéder ici à la plateforme. Donc, très important de bien leur dire de venir cliquer. Là, j'ai besoin de revenir en arrière. Donc, d'amener les gens sur un URL peut être intéressant si vous avez une vidéo YouTube à montrer, si vous avez des sites Internet connexes, de l'information complémentaire que vous pouvez utiliser. Donc, c'est très bien de pouvoir rediriger les étudiants sur un URL direct. Donc, ça fait partie des avantages aussi de la classe virtuelle, de pouvoir utiliser la plateforme en ligne dans son ensemble. Alors, je reviens toujours à ma présentation dans VIA. On était rendu à la page 35. Les problèmes les plus courants et leur solution. Donc, ce qui est le plus fréquent, vous en tant que prof, à quoi vous pourriez vous attendre un petit peu. Le micro ne fonctionne pas. Donc, première chose, c'est souvent ce qui peut arriver. Vous pouvez venir valider dans les options de l'étudiant, à savoir quelle est sa configuration audio. On vient s'assurer que c'est le bon micro qui est là. Si ça ne fonctionne pas, on demande à l'étudiant de refaire son assistant de configuration. On peut lui demander de quitter et de revenir. On peut lui demander aussi de contacter le soutien technique. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on va tout simplement l'inviter à venir sur la roue dentelée, dans l'assistance, et de cliquer ici pour clavarder avec l'assistant technique. On revient en mode présentation. Autre problème, le son ne fonctionne pas ou est saccadé. Donc le son, des fois, c'est juste qu'il y a un bouton mute sur les écouteurs, sur le micro. Assurez-vous que votre micro à vous fonctionne. Vous pouvez valider dans le clavardage avec les autres étudiants si vous êtes bien entendu, si vous voyez bien. Des fois, il y a peut-être juste une personne qui ne vous entend pas bien ou qui ne vous voit pas. Vous pouvez vous assurer que l'étudiant, son son de son ordinateur fonctionne bien. Sinon, toujours, arrêtez-vous pas trop longtemps sur un étudiant pour ne pas ralentir le reste du groupe. Référez-les au clavardage de soutien technique. On a certaines limitations de notre côté, donc il ne faudra pas non plus s'acharner et laisser le relais au soutien technique de VIA. Le partage d'écran ne fonctionne pas. Le partage d'écran ne fonctionne pas. Assurez-vous que votre partage d'écran, l'application est mise à jour. Assurez-vous que si jamais vous avez un plugin Java qui n'est pas à jour sur votre ordinateur, il va vous l'indiquer, il va même vous donner le lien de téléchargement. Donc, suivez les indications. Si ça ne fonctionne pas bien, si vous avez des problèmes, essayez une fois, deux fois, trois fois.
ça peut arriver qu'après 2 ou 3 fois, il va fonctionner. Si après 3 fois, votre partage d'écran ne veut pas fonctionner, directement le soutien technique pour votre part aussi. Le partage d'écran, les étudiants peuvent le demander aussi. On verra dans un autre temps de quelle façon on va activer le partage d'écran chez les étudiants. Les participants ou l'enseignant sont expulsés. La connexion Internet est le facteur le plus probable au niveau de l'expulsion des classes. Donc, si votre Internet passe au rouge, il y a de fortes chances que vous soyez expulsé. Donc, on va se brancher directement sur notre ordinateur. Sinon, on va demander d'épurer le réseau Wi-Fi pour que vous puissiez concentrer vos énergies d'Internet sur votre machine. Aucun participant n'est présent à l'activité. Ça se pourrait, exceptionnellement, que les étudiants n'aient pas eu l'avis de début de la classe, que les étudiants ne soient pas capables de se brancher, que les gens n'aient pas reçu l'avis de convocation. Donc, à ce moment-là, vous pouvez contacter par courriel la personne qui vous aura confirmé la formation, lui annoncer que là, il y a un problème, il y a quelque chose qui se passe, que vous ne recevez pas vos participants. Ne soyez pas anxieux, tout va bien aller. C'est la première fois que vous tombez là-dedans. Des fois, on est un peu inquiet. Par expérience, ça fait 6 ans que je le fais, presque 7. J'ai eu à former beaucoup de nouveaux professeurs au web, à la plateforme en ligne. La plupart m'ont dit que ça faisait beaucoup de choses à assimiler avant de commencer, mais qu'une fois qu'ils ont commencé, ils ont vraiment adoré leur expérience. C'est toujours en développement, donc on commence pas à pas, puis après on développe des trucs, on développe des astuces, on commence à faire des liens avec en allant sur Internet, en apportant des vidéos, en apportant de la matière différemment. Mais une fois que la plateforme vous l'aurez mis à votre main, tout va bien aller sans problème. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter bon cours. Vous souhaitez vous entraîner. Donc, je suis disponible. Je suis aussi coach en formation à distance. Vous pouvez me rejoindre directement à mon bureau du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 ou par courriel. À ce moment-là, si vous voulez qu'on fasse des tests, vous voulez faire des tests de micro, des tests de son avant qu'on commence, vous voulez voir si vous avez compris comment mettre des documents sur votre classe, qu'importe, on se prend un rendez-vous. Je vais créer une session via. Je vais vous envoyer le lien. On pourra se brancher en même temps. Ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre une demi-heure, ça peut prendre 1 heure. On prend le temps qu'on a besoin, mais on va pouvoir quand même tester avant d'aller en première présence en classe. Il y a toujours possibilité qu'on se crée une petite séance privée entre nous. Besoin d'aide dans la présentation de vos cours en ligne. Donc, il y a aussi notre ressource qui est disponible. Donc, Kim Burton, conseillère pédagogique en formation à distance, qui va pouvoir vous aider à la façon de construire vos cours, comment traduire vos cours traditionnels en cours en ligne, si c'est le cas. Donc, n'hésitez pas à la contacter. De la même façon, les coordonnées sont disponibles ici à l'écran. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre que la formation en ligne, c'est vraiment quelque chose qui est accessible, qui est très dynamique. À vous de vous y mettre maintenant. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter. Sinon, je vous souhaite de bons succès dans vos formations en ligne.